Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de Me, Myself and I, dans lequel on aborde comment je suis arrivée à la spiritualité New Age et à devenir une mini-gourou. Ce chapitre 2 s'annonce très intense, donc je vous conseille de vous faire un grand thé, un grand café, bref, prenez-vous à boire, prenez-vous un truc à grignoter, je pense qu'il va être assez long. On va aborder du coup mon adolescence, on va également faire une analyse de mon intérêt pour le paranormal, on va aborder mes débuts en tant que mini-gourou à l'époque, et on va aborder dans un dernier point qui va être je pense assez costaud, mon rapport à la psychiatrie et notamment ma dernière expérience avec la psychiatrie qui a été un peu compliqué. Je profite de cette introduction pour mettre des trigger warnings sur les mots suivants: santé mentale, suicide, psychiatrie, violence. Bref, trêve d'introduction, on envoie le générique. Alors, on va commencer par parler de mon adolescence. Depuis très jeune, en fait, il faut savoir que j'ai une certaine propension à écouter les gens et j'ai vraiment de l'intérêt pour le fait d'aider les autres, d'aider voilà, les gens qui m'entourent, etc. Les gens viennent assez facilement à moi et du coup, ils se confient assez facilement aussi. Par exemple, des personnes quand je suis au collège qui ne peuvent pas me piffrer dans la cour de récré, tu vois, qui viennent me voir et discuter avec moi le soir sur MSN. Oui, je suis une milléniale, j'ai utilisé MSN Messenger. Et qui me demandent des conseils pour leur vie, des choses comme ça, enfin bref. Cet intérêt pour le fait d'aider les autres est couplé avec justement le fait que depuis mon plus jeune âge, dans ma tête, il est évident que je suis médium. Même si je mets pas le mot médium dessus, il est évident pour moi que je suis capable de communiquer avec des entités, etc. Que je suis capable de communiquer avec les morts. Bref, j'ai des prétentions spirituelles, ou en tout cas paranormales, déjà depuis très très jeune. Pour ça, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai fait, le MMI 1 du coup. J'y détaille toutes ces choses-là de manière un peu plus précise. Alors vous vous dites sûrement qu'avec cette superbe capacité d'écoute et d'empathie pour mon prochain, plus ses dons paranormaux et ses capacités extrasensorielles, c'est un combo incroyable. Du coup vous vous dites sûrement, mais Betty fait de la psycho en fait. Eh ben non, voilà. Tout simplement. Pour moi, à cette époque, en fait, les études de psycho, c'est pas envisageable pour plusieurs points. Déjà, la psycho, c'est pas forcément dans mes valeurs. Pour ça, je vous renvoie au précédent épisode qui explique un peu plus dans quel univers et dans quel contexte socio-économique j'ai grandi. Donc, la psychologie, c'est pas quelque chose dont on parle et qui est forcément dans mes valeurs structurelles. En plus de ça, on va pas se mentir, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie et donc, du coup, me lancer dans des études qui vont me prendre 5 ans minimum, alors que potentiellement en cours de route je vais changer d'avis, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Ma vie elle s'est toujours résumée à me poser plein de questions et chercher des réponses existentielles. Et je voulais pas m'enfermer dans quelque chose. Et là, je saisis toute l'ironie de ce que je viens de dire. Les études, enfin les longues études, j'ai quand même assez vite compris que c'était pas pour moi et que ça me faisait beaucoup souffrir. Ça, je sais aujourd'hui pourquoi. Je sais que c'est lié à un trouble psy et donc j'apprends à gérer aussi les projets long terme comme ça. Mais bon, voilà. Tous ces facteurs-là font que la psycho, c'est exclu d'office. Mais je continue à aider les gens avec leurs problèmes parce que je les comprends bien et en fait, j'ai une capacité d'analyse assez poussée de par mes troubles psy, justement. Donc, j'aide les gens sur leurs problèmes normaux, mais ça dévie très vite sur les problèmes paranormaux. Et je ne sais pas trop comment ça dévie sur ce thème-là ou sur ce sujet-là à chaque fois. Je pense que c'est moi qui amenais les choses, qui amenais une autre vision d'un problème parce que j'avais une autre vision. Enfin, j'ai toujours eu une vision du monde à côté. Je vois toujours plus loin que ce que les gens peuvent voir et je me pose plus de questions que la moyenne. Et donc c'est parti pour la partie analyse. Alors je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fait que je suis restée dans le paranormal, en tout cas depuis cette époque-là. Déjà, il y a le conditionnement. Il faut pas l'oublier, j'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente. Depuis toute petite, en fait, on a projeté sur moi des croyances et je me les suis appropriées parce que j'étais du coup en période de construction et pas du tout en mesure de prendre du recul. Je pense que les adultes ont projeté sur moi ce qu'ils voulaient être vrai dans la période de deuil
de laquelle j'ai parlé dans l'épisode précédent. Et ils ont un peu fait de leurs espoirs de communication avec justement Nathalie, donc qui est ma marraine qui est décédée. Ils ont fait de leurs espoirs ma réalité en projetant tout un tas de, voilà, de choses par rapport au paranormal et au fait que je pourrais communiquer avec elle. Je fais quand même un point ici très spécifiquement pour dire que c'est une analyse factuelle. Je n'accuse absolument personne de ma famille de manquement éducationnel et autres délires du style. J'ai eu une vie complètement normale par rapport à ma catégorie socio-économique et j'ai la chance d'avoir un entourage qui a toujours fait de son mieux pour que je ne manque de rien, que je sois écoutée et que je sois la plus heureuse possible. Ce que je dénonce ici, ce sont plus des structures sociales et sociétales enfermantes qui empêchent certaines classes sociales, et notamment les plus basses, d'avoir accès à un niveau éducationnel et à certaines ressources nécessaires à la compréhension du monde et de l'environnement qui les entoure. Voilà. Donc, bref, pour en revenir du coup au conditionnement, ces croyances me faisaient tout simplement exister aux yeux de mes proches, et comme c'était un schéma qui fonctionnait assez bien, je l'ai appliqué à tout mon environnement. Ça s'est donc transféré petit à petit sur mes amis, à l'école, dans le pro, etc. Je pense que c'était ma manière d'exister au travers de cette thématique en particulier. La spiritualité a donc du coup toujours été mon intérêt spécifique de par ma construction sociale et culturelle, mais ça a et c'est encore à l'heure actuelle une manière pour moi d'exister dans le regard des gens. Que ce soit au travers du regard de ma famille, de mes amis, de mes proches ou même de vous, si on parle de relations parapersonnelles, la spiritualité est tout de même le domaine central dans ma vie. Qui plus est, les capacités que je revendiquais étaient des capacités rares, ce qui faisait de moi quelqu'un qui pouvait appartenir à une sorte d'élite un peu sociale. Et du coup, je rayonnais à travers cette notion un peu d'exception aux yeux de tous. Ensuite, il y a le sentiment d'utilité, ça c'est pas négligeable du coup. J'ai entretenu ces facultés jusqu'à en faire mon identité complète. Plus on m'en demandait sur cette thématique-là, et plus j'étais heureuse d'aider, contente d'aider. Je vous ai dit précédemment que les gens se confiaient très facilement à moi, parce que je comprends vite ce qui bloque, en fait. Et ce sentiment d'utilité, il se renforce à chaque fois que j'aide quelqu'un d'un point de vue paranormal. Avec le temps, du coup, mes croyances se renforcent parce que je vois en plus que je fais du bien autour de moi et que ça aide les gens. Donc moi, je me rends utile et en contrepartie, les gens m'apprécient. Que demander de plus, quoi. Ensuite, il faut pas négliger non plus un autre aspect, c'est le fait que le paranormal, depuis toujours, ça m'a permis d'assumer ma différence. On va pas se mentir, cette étiquette-là, elle m'a quand même pas mal permise d'assumer le fait de ne pas être normale, d'être vraiment à côté, à une époque où on ne parlait pas santé mentale et où c'était limite tabou en fait. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à l'époque à laquelle moi j'ai grandi, on ne parlait pas santé mentale et donc du coup on justifiait la différence par une hypersensorialité, une hyper-émotivité. On faisait avec les outils qu'on avait et avec le peu de choses qu'on pouvait comprendre et souvent on se rabattait sur cette notion de médiumnité, de paranormal, le fameux on ne sait pas tout, on n'explique pas tout, c'était un argument quand même très commun. Perso, du coup, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne basse et il y a beaucoup de ressources auxquelles, de par notre statut social, notre place dans la société, auxquelles on n'avait pas accès en fait, tout simplement. Donc on faisait avec les moyens du bord, on trouvait des explications là où on pouvait en fait, et là où on avait accès. Ensuite, on va explorer très rapidement la notion d'expérience personnelle, puisque tout au long de mon adolescence, il m'est arrivé beaucoup de choses paranormales, que je ne sais pas encore expliquer aujourd'hui, et qui font partie intégrante de mon parcours. Alors là, je vais vous teaser un tout petit peu la vidéo d'octobre du coup, qui sera une vidéo d'horreur quand ce sera la période d'Halloween, de Samhain, vous appelez ça comme vous voulez. Mais par exemple, dans les expériences paranormales que je ne sais toujours pas expliquer, il va y avoir des télés qui s'allument toutes seules alors qu'elles ne sont pas branchées, il va y avoir des objets qui bougent tout seuls devant nos yeux, auxquels moi j'ai pu assister, mais auxquels j'ai aussi des amis qui ont assisté, des gens qui étaient présents, des gens à qui on ne parlait de rien et qui ont vécu les mêmes expériences que nous dans les mêmes lieux de vie, etc. Et donc il y a quand même tout un contexte d'expérience personnelle qui fait que, en fait, tout ça, ça a aussi permis de renforcer ma croyance, quoi, on va pas se mentir. Et alors, du coup, concrètement, quelles étaient mes prétentions ésotériques dans les choses que je pensais pouvoir faire, il y avait du coup le fait de voir, de sentir et d'entendre, de communiquer avec les entités.
avec les défunts. Quand je parle d'entités dans cette vidéo, je parle seulement des défunts. Je parle vraiment d'entités au sens paranormal et ésotérique, c'est-à-dire le bas astral, d'entités qui ne sont pas passées vers la lumière, qui ont encore des choses à résoudre. On est sur ce lore-là. Je parle pas encore d'autres entités comme les anges, les archanges et tout le bazar, New Age. Donc moi, je fais passer des messages de l'au-delà, dans un sens comme dans l'autre, hein, des vivants vers les morts ou des morts vers les vivants. Et donc je suis communément ce qu'on appelle une médium. Même si je n'ai pas mis de mots dessus à l'époque, voilà, j'ai des pratiques médiumniques. J'ai fait tout un épisode de What They Have sur le sujet des médiums que je vous invite à aller voir. C'est une vidéo que j'ai faite alors que j'étais encore croyante et elle est très factuelle. Dans l'idée, vous pouvez y trouver quand même pas mal de ressources sur ce qu'on appelle les médiums, quelles sont les différentes catégories de médiums, etc. Donc je ne le développerai pas ici. Du coup, au collège et au lycée, dans cette période-là à peu près, je sens des choses que je ne peux pas expliquer. Parfois, je capte des éléments très personnels de la personne. J'ai déjà eu des expériences très troublante de ce style-là, à capter des éléments que je ne suis pas censée connaître, savoir d'une personne qui est décédée par exemple. Et si vous avez des explications sur ce genre de phénomène, c'est le moment de mettre un commentaire parce que moi il y a encore des trucs que je ne sais pas expliquer. Donc bref, toute la partie collège-lycée, cette période-là, en fait je faisais ça, mais seulement à mes potes. J'ai jamais étendu ça au-delà pour en faire un business, en tout cas pas dans ces années-là. Voilà pour mon adolescence, on va passer à la partie âge adulte. Alors, moi qui essaye d'adulter, ça donne quoi? Alors, il faut savoir du coup que j'ai pris mon appartement, donc celui-ci quand j'avais 21 ans, et professionnellement, à l'époque, je me cherche. Voilà, je suis dans un taf, mais je suis pas plus épanouie que ça. Je finis par faire une réorientation professionnelle vers un autre domaine qui m'éclate pas plus que ça non plus. Bon voilà, je fais des tafs qui me plaisent pas, j'enchaîne des formations qui me plaisent pas forcément, parce qu'il faut faire quelque chose. Et en plus de ça, faire des études, ça me fait énormément souffrir parce que j'ai des troubles psy et que du coup c'est très compliqué pour moi les études. Arrive du coup l'année 2018, donc j'ai à peu près 23 ans, quelque chose comme ça. Après un énième taf qui ne me plaît pas, je fais un énième burn-out, je commence un suivi psychiatrique, ça c'est très important pour la suite, et je décide de monter mon entreprise. Je vois bien que les regular job, ça me convient pas du tout, que je tape un burn-out tous les 3 mois, que je n'arrive pas à encaisser en fait les charges de travail qui me sont distribuées à chaque fois. Je vois qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe et donc je me dis ok, je vais monter mon entreprise. Et dans quel secteur? Eh bien, dans le secteur de l'influence et du paranormal. Ça me rappelle vaguement une certaine époque très récente. Donc en 2018, je lance ma première entreprise et je me lance du coup en tant qu'influenceuse. Alors, j'ai à l'époque du coup un compte Instagram, chose qu'aujourd'hui, un blog que je n'ai pas aujourd'hui et une chaîne YouTube du coup comme j'ai aujourd'hui. Et en fait, sur ces comptes-là, je fais la vulgarisation spirituelle, vulgarisation ésotérique. Je vais aborder des sujets comme la Wicca, les pierres, les sabbats, les entités, les rituels, toutes les choses qui tournent autour de l'ésotérisme et du paranormal. Je vais vous mettre quelques extraits de ce que je proposais, donc de mon blog, de ma chaîne YouTube, de tout ça, et comme ça je vous laisserai un peu mettre sur pause quand ça vous dit. Je vais faire des screens vidéo. Je vais dispatcher ça un peu à droite à gauche, et voilà, comme ça vous verrez un peu ce que je faisais à l'époque. Et pas mal de personnes qui me suivent à l'époque, c'était 2018, et j'avais sur Insta, j'avais quasiment 1000 personnes qui me suivaient, ce qui à l'époque était déjà énorme. Je commence à être un peu connue aussi dans la ville dans laquelle je suis, je commence à avoir une petite notoriété, je fais des collaborations avec des gens qui ont voilà, plus de visibilité que moi. Et en parallèle de ça, du coup, je me dis bon l'influence c'est bien, mais d'ici à ce que j'arrive à en vivre, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux faire en complément de ça pour avoir de l'argent quoi? Et bien en parallèle de ça, du coup, je monte un business paranormal, évidemment. Et donc je propose IRL des tirages de cartes, des séances médiumniques, et je propose un dernier service qui est le nettoyage de l'habitat, d'entités potentiellement malveillantes, ce genre de choses, et donc je fais des interventions à domicile. Mais à l'époque, j'ai encore pas mal de doutes sur mes prétentions médiumniques. J'y crois sans y croire, ce qui est assez étrange. En fait, je doute perpétuellement de tout. Je sais que certaines choses sont explicables, mais je suis déjà tellement engagée dans le truc que j'ai du mal à maintenir cet état de doute tout le temps. Je sais qu'il y a un truc qui merde quelque part,
mais j'arrive pas à savoir quoi, et j'ai pas les outils en fait pour me sortir de ça. J'ai pas les connaissances non plus. Du coup, j'ai du mal à vraiment m'imposer dans le game, et je me dis, faudrait que je puisse avoir confirmation que je suis bien médium. Et donc là, il va y avoir une sous-histoire dans l'histoire. Il va se passer un truc important à ce moment-là dans ma vie. Je fais un voyage en Belgique pour aller rendre visite à un ami. Et cet ami, étant donné qu'on parle pas mal d'ésotérisme et tout, m'emmène dans une boutique ésotérique. Et je rentre dans la boutique avec mon ami, je vois la personne qui gère vraiment me fixer et me suivre du regard partout où je vais. Merde, j'espère qu'il croit pas que je suis une voleuse ou un truc comme ça. Mais ouais, j'ai l'air d'intriguer cette personne en tout cas. Et en fait, cette personne va dire à l'ami avec lequel je suis qu'il ressent des trucs sur moi. Mais moi, je suis pas au courant de cette conversation. Je prends 2-3 babioles, voilà, des pierres, des choses comme ça, j'arrive à la caisse, et je me retrouve face à la personne qui gère la boutique. Et là, elle va commencer à me dire plein de trucs par rapport au fait que je suis médium, que mon coronal est très ouvert, que je ressens des trucs, mais que j'amène des trucs aussi avec moi, qu'il faut que je fasse attention, que blablabla, blablabla. Moi, tu sais, j'attendais le signe divin du fait que je suis médium, et là, il y a un médium en face de moi, il me dit t'es médium. Et là je me dis, plus de doute possible, je suis médium. Et donc je rentre de Belgique, je suis remontée à bloc et je commence à monter d'autres prestations, je commence à faire des cafés ésotériques. Donc les cafés ésotériques c'était comme des cafés philo, mais voilà, on parlait paranormal, et je commence un peu plus à m'affirmer dans le game. Ça dure à peu près 1 an, jusqu'en fin 2018. Je n'arrive pas à vivre de ça, et donc je dois reprendre un taf. Du coup bah, j'arrête tout parce que je suis dans une activité qui est à 39 heures semaine, qui peut très très vite monter à 50-70 heures semaine, le tout non rémunéré. Bref, c'est encore un autre débat. Et donc du coup, j'ai plus du tout de temps à côté pour faire quoi que ce soit en rapport avec cette activité. J'essaye de maintenir le blog pendant quelques mois, mais je vois bien que j'ai pas l'énergie et que bon bah voilà, c'est... Donc j'abandonne cette activité et je travaille du coup pendant 2 ans dans cette entreprise-là. Là arrive 2021 du coup, donc je travaille de 2019 à 2021. Arrive un énième burn-out suite à cette activité que je n'arrive encore pas à gérer, et une surmédicamentation. Et donc là, on va parler maintenant d'un sujet sensible, et donc je remets un trigger warning ici sur la psychiatrie, le suicide et tutti quantique. On va parler du coup de mon rapport à la psy et de tout ce qui s'est passé durant la période où j'ai été sous médication. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2018, quand j'ai commencé ma petite entreprise, j'avais commencé un suivi psychiatrique avec quelqu'un, et donc ce suivi a duré 3 ans, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant ces 3 ans. Alors, mon rapport à la psychiatrie, c'est un rapport très difficile, puisque j'ai été suivie par un psychiatre pendant 3 ans, à la suite d'un burn-out dont j'ai parlé précédemment dans la vidéo. Comment ça s'est passé? J'ai fait un burn-out. On m'a conseillé un psychiatre parce que il y avait une récurrence d'un schéma chez moi qui était le fait d'être épuisée très rapidement et d'avoir des schémas toxiques envers moi-même, des schémas pas normaux envers moi-même. Il y avait une grosse partie de prise de médicaments et ou de substances. Voilà, je mettrai un petit émoticône ici pour pouvoir supporter les choses, parce que j'arrivais très vite à saturation. Aujourd'hui, je sais pourquoi, mais à l'époque, le premier diag qui est posé, c'est le diag de bipolarité. Donc il faut savoir que du coup, je ne suis pas bipolaire. J'ai refait des diags entre-temps. Ce diagnostic a été très traumatique parce que j'ai fait ce burn-out, je suis en situation d'extrême vulnérabilité. On me conseille un psychiatre, je vais voir le psychiatre. Moi, je ne connais rien en psychiatrie. Vous vous rappelez, je suis pas issue du monde santé mentale, je suis issue du monde paranormal, ésotérisme, etc. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes bails. Et donc je découvre la psychiatrie à cette époque. C'est ma première expérience avec un psychiatre de toute ma vie. C'est important de le souligner parce que ça va déterminer toute la suite. Donc j'arrive chez le psychiatre, les séances durent à peu près 30 minutes. La première séance, on fait une espèce d'anamnèse un peu de ma vie, et il me file un questionnaire, un QCM. Je remplis le QCM, il reprend le QCM, et il me dit « je pense savoir ». Et moi je suis trop contente, je me dis « ah ouais, le mec il sait quoi ». Genre le mec il sait de quoi je souffre. Il va pouvoir m'apporter des solutions, tu vois. Et donc il me diagnostique bipolaire en 30 minutes sur QCM, après avoir parlé vaguement de ma vie, et il commence à me médicamenter à partir de la 2e séance. Donc la première séance, j'ai mon diagnostic. La 2e séance, je commence des médicaments. C'est bon pour vous? Donc je commence un traitement. Le traitement empire mon état, vraiment. Mais ça empire de jour en jour. C'est assez hallucinant parce que d'un mois à l'autre, je le vois 1 fois par mois. Vraiment, mon état ne fait qu'empirer. Je ne sais pas comment on peut ne pas se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et plutôt que de se demander si le premier médicament qu'on m'a prescrit est un médicament adapté, on va m'en prescrire un deuxième. Parce que le premier médicament me crée des effets secondaires
qui ne sont pas présents de base. Effets secondaires qu'on va contrer avec un deuxième médicament. Deuxième médicament qui crée des effets secondaires qui ne sont pas présents de base. Effets secondaires qu'on va contrer avec un troisième médicament. Troisième médicament qui crée des effets secondaires qui ne sont pas présents de base. On peut continuer très loin comme ça. Parce que j'ai fini sous 8 molécules différentes au bout de 1 an. On parle de médication psychiatrique. On parle pas de Doliprane. Je souris mais c'est nerveux parce que c'est une expérience qui est ultra traumatique. Enfin, je pense que vous avez capté que je suis pas bien là. Bref, dans la liste des choses qu'on m'a prescrites, ce sont que des médicaments pour les personnes qui sont bipolaires. Moi, je ne suis pas bipolaire. Et donc, on me prescrit un premier médicament qui s'appelle la lamotrigine. La lamotrigine, c'est un antiépileptique qu'on utilise chez les bipolaires pour gérer les troubles de l'humeur. Donc, il est utilisé en thymorégulateur. Donc, on me prescrit ce premier médicament qui me crée des effets secondaires. Ensuite, on va m'en donner un deuxième qui s'appelle Abilify, qui est un neuroleptique permettant de traiter les épisodes maniaques chez les personnes bipolaires. Je suis pas bipolaire encore une fois. Ce médicament, je le tolère très mal, du coup on va essayer autre chose, on va en ajouter un autre, on ajoute du pramipexole. Le pramipexole, c'est un agoniste dopaminergique. En gros, c'est un truc qui te booste et qui te font tomber tes barrières mentales, pour traiter la dépression longue durée. Donc c'est un truc costaud. Donc là, je suis déjà sous lamotrigine, Abilify et pramipexole au bout de peut-être même pas 6 mois. Évidemment, mon état ne s'améliore pas. Il empire même. Et donc là, on va ajouter de l'Effexor. Effexor qui est un antidépresseur. Comme je ne supporte pas l'Effexor, on va faire un switch. De temps en temps, on va changer d'antidépresseur, mais je garde quand même un antidépresseur constant au bout du 6, 7e, 8e mois. Je ne sais plus exactement, parce que j'ai très peu de souvenirs de cette période. Bref, j'alterne entre Effexor, fluoxétine. Étant donné que tous ces médicaments-là sont en train de me cramer littéralement le cerveau, je commence à avoir des douleurs vraiment partout. Donc j'ai mal au dos, j'ai au lombaire, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Et du coup, on va me prescrire de l'isalgie pour les douleurs. L'isalgie, c'est un opiacé. Mais c'est pas fini, parce que la lamotrigine, l'Abilify et tout ça, là, ça fait prendre du poids. Parce que moi, j'ai des TCA prédominantes et donc du coup je vis très mal cette prise de poids. Je prends à cause des médicaments environ 15 kilos. Il faut savoir que je ne mange rien à l'époque, hein, donc c'est vraiment pas lié à mon alimentation, c'est lié aux médicaments parce que je ne sais plus m'alimenter déjà à cette époque-là. Pour gérer ma prise de poids et pour me faire perdre du poids, on me prescrit hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire hors cadre légal, du topiramate en plus de ce que j'ai déjà, qui est un anti-épileptique. Si vous avez bien suivi, vous savez que je prends déjà un anti-épileptique et que donc là je suis à 2 anti-épileptiques sur la même ordonnance. Et comme j'ai de plus en plus mal partout et que j'arrive de moins en moins à gérer ma vie, je développe une dépendance aux opiacés. Un médecin qui à un moment, étant donné que j'ai très mal partout et surtout très mal au dos, me prescrit du Lamictal. Lamictal, du coup, c'est un antidouleur qui est vénère et qui shoot complètement. C'est un truc qui t'éclate le cerveau. Et je vais du coup développer une dépendance à cet antidouleur, si bien que en fait, il fait de moins en moins effet et je vais devoir le prendre en des quantités de plus en plus grosses. Et donc, je finis par devoir me faire prescrire ça par mon psychiatre. Et donc, il finit par me prescrire en plus de tout ce que j'avais déjà, du Tramadol 50 en libération prolongée, donc je suis éclatée tout le temps. Et la dernière prescription de la liste, c'est du Nutrica, parce que je ne m'alimente plus, ça fait plus d'1 an que je mange quasiment plus rien. Que dire. Je pense que je vous fais pas un dessin, j'ai fini dans un état lamentable. Du coup ça a duré 3 ans. J'ai évidemment perdu mon job, c'est évident en fait. Donc j'ai perdu mon job, je me suis fait virer en 2021, en pleine 3e vague Covid. Donc je perds mon job, j'ai 5000 € de dette, parce que quand tu donnes des désinhibiteurs beaucoup trop puissants à une personne qui n'est pas inhibée de base, ça donne des comportements de compulsion. Pour donner une estimation, je gagnais à l'époque, dans le travail dans lequel j'étais, à peu près 2000 € par mois net. Et je commençais le mois à moins 600. Mon appartement, je vous ai dit, hein, je fais des achats compulsifs, mon appartement il est tellement encombré que je ne peux même plus circuler dedans. C'est pour vous dire à quel point j'avais acheté de trucs. J'ai des comportements complètement irrationnels, dangereux pour moi-même, pour les autres. Pour moi-même, alcool, substance, addiction, rapport à risque, comportement autodestructeur, voilà. Et pour les autres, en fait, pour résumer, je me fiche des conséquences que mon comportement peut avoir sur les autres parce que je n'ai plus d'inhibition. Je ne m'alimente plus rien n'a d'importance. Je suis très triste, hein, je ressens vraiment un mal-être abyssal. Je suis dans un état où je n'ai qu'une envie, c'est de mourir. Qu'on soit clair. Pour
moi j'ai tout perdu et en plus de ça il faut que je règle mes problèmes qui n'ont même pas été causés par moi, tu vois, en tout cas pas en intégralité, et je me dis juste ok, mais là je peux juste pas faire face quoi. Je suis pas quelqu'un qui sait demander de l'aide, je pleure beaucoup, énormément. Donc voilà, j'ai pris ces substances pendant 3 ans, j'ai un blackout, j'ai très peu de souvenirs en fait. Donc ce qui s'est passé entre 2019 et 2021, j'ai des flashs de temps en temps, des flashs, rien de très concret. Je me rappelle de certains événements marquants, donc c'est très difficile parce que c'est un espèce de genre grosse amnésie, tu vois, et c'est assez bizarre à vivre. Donc bref, ma vie en juillet 2021, c'est être allongée sur le sol de mon appartement, là où il y a le peu de place disponible, attendre que le temps passe, pleurer, beaucoup pleurer, et vraiment prier pour que ma vie se termine, quoi, parce que je pleure beaucoup trop. Et en fait, je me laisse, j'ai pas capté ça tout de suite, mais je me laisse mourir tout doucement parce que je ne m'alimente plus, je sors pas, je vois personne, enfin j'ai des comportements suicidaires mais para-suicidaires. Et ouais, pour moi, toute la merde dans laquelle je me suis engouffrée doucement, sans m'en apercevoir, c'est impossible à dépasser, à plus savoir où la réalité commence et où la réalité termine. Ma peau est marquée, on dirait vraiment une personne, bah, tu sais, les personnes qui ont des addictions, quoi. J'ai encore beaucoup de marques même sur le visage, de traces et tout de ce passage de ma vie. Mon psychiatre est en vacances, je peux pas aller le voir, et puis de toute façon il fait pire que mieux, qu'est-ce que je fais, quoi. Et du coup je me dis bon bah là de toute façon c'est soit tu meurs, soit je sais pas, à un moment j'ai un relan d'espoir, je sais pas, il y a un truc qui me traverse et ça a son importance aussi pour la suite, où je me dis non, tu peux pas juste rester comme ça et disparaître. Et pourtant Dieu sait si Dieu existe, hein, Dieu sait que c'est vraiment pas ma première pensée à ce moment-là. Ma première pensée, c'est plus je veux qu'il ne saute plus, je suis à bout et tout. Mais je sais pas, le cerveau est bien fait. Je me rappelle, en fait, il y a une chanson qui passe à ce moment-là. C'est une chanson de LJ, qui s'appelle Tarot. Et je pense que c'est une des chansons qui m'a sauvé la vie. Et genre, mon cerveau libère plein de trucs cool et je me sens bien et je me lève pour la première fois depuis 2 jours, 3 jours. Et je commence à danser et à me dire ah, peut-être la vie ça vaut le coup. Et je fais des démarches du coup pour être accueillie en maison de repos. Je comprends en fait, c'est les médicaments qui me font penser tout ça et que je comprends que je suis quelqu'un qui aime quand même vivre. Et du coup je commence à faire les démarches en mode bon bah je vais voir pour aller en maison de repos. Donc anciennement les hôpitaux psychiatriques. Et il y en a une pas très loin de chez moi et du coup j'appelle, je sais pas comment je fais. Donc j'appelle et je demande à faire un dossier et en parallèle je contacte mes parents et je leur explique la situation, je leur explique tout. Et bien évidemment voilà ils m'accueillent. Et c'est voilà en août en juillet je décide de faire un sevrage que je commencerai en août et en fait d'arrêter tous les médicaments que je prends. On parlera du sevrage dans la prochaine vidéo parce que du coup c'est un épisode très important et en fait cet épisode va conditionner vraiment toute la suite de ma carrière de gourou. Je sais que c'est un peu lourd hein, comme sujet mais ça va aller. Je vais reprendre un peu mes esprits, très compliqué. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos cerveaux non reptiliens. Faites bien attention à qui vient trifouiller à l'intérieur et des bisous et prenez soin de vous. Ciao.